Bienvenue dans le débat de France 24. C'est l'un des grands enseignements de cette première moitié d'année qui s'achève aujourd'hui même. La santé fait un retour en force au premier rang des préoccupations un peu partout dans le monde, comme ici en France. La faute au coronavirus, bien entendu. La crise sanitaire aura permis de mesurer à quel point les Français sont attachés à leur système de soins, gratuit, universel, et qui aura résisté malgré ses limites, grâce avant tout au dévouement des personnels soignants, à qui l'État a, il faut le dire, beaucoup promis. Où en est-on à l'heure des comptes, alors que le Ségur de la santé, lancé comme une rupture après des décennies de coupes budgétaires, touche à sa fin d'ici le week-end? Les personnels manifestent à nouveau à l'appel des syndicats. Seront-ils entendus par un Emmanuel Macron qu'on sent soucieux d'imprimer une nouvelle marque, d'impulser un changement de cap à son quinquennat, après déjà l'environnement hier et la Convention citoyenne pour le climat? Réponse dans les tout prochains jours. Santé, la France, à l'heure des comptes, on en débat avec Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du Parisien. Bonjour Jannick Halimi. Bonjour. Vous êtes co-auteur avec Frédéric Delpech de cet ouvrage, Le jour où la droite se saborda, sorti en février dernier aux éditions de l'Archipel. Sous-titre Du Trocadéro à aujourd'hui, les coulisses d'un naufrage, avec en couverture cette photo de François Fillon. C'était lors du meeting du Trocadéro en pleine campagne présidentielle en 2017. Le candidat de la droite qui venait alors d'être mis en examen et qui a été condamné hier à 5 ans de prison, dont 2 fermes pour détournement de fonds publics. Un mot tout de même, Jannick Halimi, avant d'entrer dans le débat. Avez-vous le sentiment qu'avec ce verdict survenu au lendemain des municipales, la droite va enfin pouvoir tourner la page sur cette blessure qu'a été la perte de la présidentielle, ressentie comme une injustice par ses cadres et beaucoup de ses militants, et se reconstruire dans l'opposition ou bien dans un soutien peut-être plus franc à Emmanuel Macron? Pour répondre à votre première question, est-ce que la droite a enfin tourné la page de cette période calamiteuse qu'ont été donc qu'a été la dernière élection présidentielle? Moi, je voudrais vous dire que la droite, à part un ou deux lieutenants plus loyaux que fidèles d'ailleurs à François Fillon, la droite a déjà tourné la page et a tourné la page avec un soulagement à peine dissimulé, et pour les avoir beaucoup fréquentés au début du procès qui a eu lieu avant la crise sanitaire, je peux vous dire que cette résurgence, cette réminiscence de cette période très compliquée pour la droite française a été un nouveau cauchemar pour les élus et les responsables de la droite encore aux responsabilités. Donc pour résumer, la droite a, encore une fois, a tourné définitivement la page François Fillon. Elle a tourné la page de l'ancien Premier ministre, la page individuelle François Fillon, du candidat à la présidentielle. Elle a même tourné la page d'une certaine façon de cette droite, de cette troisième droite que François Fillon avait tenté d'incarner pendant quelques mois, parce que l'actualité qui a suivi depuis l'élection d'Emmanuel Macron, entre les gilets jaunes, entre les crises sanitaires, entre les besoins de services publics qui va, a priori en tout cas, à l'encontre de ce que proposait en termes de rigueur budgétaire François Fillon, également ce qui était au début de sa campagne, des coupes sombres dans l'assurance maladie, et on voit aujourd'hui comment les Français sont attachés à leur système de sécurité sociale et de protection sociale en général. La droite ne veut plus entendre parler de cette doctrine, de ce corpus idéologique qu'incarnait François Fillon, et donc ce procès est un mauvais souvenir, et cette page est déjà tournée. Maintenant, est-ce qu'une nouvelle page est déjà écrite par eux, par une partie de la droite, on pense, la plus libérale, la plus juppéiste? On pensait qu'elle avait déjà été écrite, comme vous le disiez, en compagnie, en accompagnant Emmanuel Macron. Bon, on va voir ce qu'il en est d'ici à 2022. Maintenant, l'autre droite, peut-être plus, identitaire, c'est peut-être un mot trop fort. L'autre droite sociale se cherche encore un corpus et un leader. Donc, si la page Fillon est tournée, la nouvelle page de la droite, en tout cas classique, n'est pas encore écrite. Et on verra justement comment la droite se positionne sur ce dossier de la santé. Vous allez débattre en tout cas avec Émile Leclerc, directeur d'études à Odoxa. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour.
Les personnels soignants manifestent donc, ils réclament plus, davantage de moyens après l'enveloppe de 300 millions d'euros annoncée hier par leur ministre, Olivier Véran, pour revaloriser les salaires de ces praticiens. Les précisions en images d'Arnaud Moreau pour France 2. Les personnels de santé toujours mobilisés. Plusieurs appels à manifester aujourd'hui ont été lancés partout en France. Un mouvement notamment en réaction aux déclarations du ministre de la Santé. Olivier Véran vient de proposer une enveloppe de 300 millions d'euros pour revaloriser les salaires des médecins hospitaliers. Somme jugée très insuffisante par les organisations représentatives. Elle revendique 7 milliards d'euros. Les syndicats se basent sur les annonces du Ségur de la Santé. Les personnels non médicaux ont en effet reçu une promesse de 6 milliards d'euros. Ils sont toutefois beaucoup plus nombreux. 1,2 million de salariés dans la fonction publique hospitalière contre moins de 100 000 pour les praticiens. Ces derniers craignent que ces faibles salaires rendent l'hôpital public encore moins attractif. Une nouvelle réunion avec le ministre est programmée ce jeudi. Les conclusions du Ségur de la Santé doivent être rendues. Yannick Halimi, voir l'État proposer 300 millions d'euros pour revaloriser les salaires de 100 000 médecins hospitaliers, est-ce à la hauteur des attentes quand on sait que c'est à 6 milliards d'euros pour 1 200 000 personnels soignants non médicaux? Les proportions sont à peu près respectées, non? Ou bien est-ce qu'il y a là une injustice? Je ne sais pas s'il y a une injustice. En tout cas, c'est vrai que c'est bien en deçà de ce que pouvaient attendre les médecins qui, notamment après la crise sanitaire, ont redoublé d'efforts, d'énergie et d'engagement auprès de la population française. C'est vrai que ça paraît aussi en deçà de tous les engagements, en tout cas de toutes les promesses formulées par Olivier Véran, Édouard Philippe, le président de la République. Il est vrai qu'au-delà d'une justice un peu immanente et qui reste quand même extrêmement subjective, il est vrai que d'un point de vue objectif, les médecins hospitaliers sont plutôt mal payés par rapport à l'étranger et aussi par rapport au secteur privé. Et là, les effets pervers de la rémunération des médecins hospitaliers, on les connaît, c'est qu'il y a de plus en plus de médecins, on le sait, on a eu encore maints témoignages pendant cette crise sanitaire, se dirigent vers les hôpitaux et les cliniques privées où ils perçoivent 2, 3, 4, 5, 6 fois plus que dans les hôpitaux publics. Donc c'est vrai que là aussi, il y a un arbitrage compliqué à faire parce que même si on est un peu à l'époque de l'argent magique, comme on dit, il y a quand même des contraintes financières qui s'imposent ou qui vont finir très rapidement par s'imposer au pouvoir public. Il n'empêche que Olivier Véran va devoir faire un arbitrage entre les moyens qu'il dispose et la nécessité qu'a l'hôpital public de retenir, fidéliser et attirer également, donc de retenir et fidéliser les médecins qui sont déjà en fonction et attirer les nouveaux talents. Et on sait que là, c'est un problème fondamental, structurel pour le public. Oui, ce que disent les syndicats des praticiens hospitaliers, Émile Leclerc, c'est qu'il y a un problème d'attractivité. Aujourd'hui, les niveaux de salaire proposés aux médecins ne permettent plus de pourvoir un quart des postes dans les établissements de santé publique. Oui, et c'est assez colossal et c'est problématique aux yeux des Français, parce que les Français sont extrêmement attachés, on l'a déjà dit à maintes reprises, à leur système de santé. Ils sont extrêmement attachés à l'hôpital public et ils ont parfaitement conscience du mal-être finalement du personnel de santé, que ce soit les médecins ou les infirmières ou les aides-soignantes, l'ensemble du personnel hospitalier aujourd'hui nous dit clairement qu'il manque de moyens, qu'il y a une difficulté colossale, au-delà même des salaires personnels, qu'il manque vraiment de moyens. Et ça, les Français en ont tout à fait conscience. L'attente est forte au niveau de l'opinion. Comment ? L'attente est forte au sein de l'opinion publique sur cette question-là. L'attente est extrêmement forte et tout ce que dira le personnel de santé, en fait, sera beaucoup plus audible aux yeux des Français que ce que dira le gouvernement. Donc, à partir du moment où le personnel de santé, le personnel hospitalier nous dit les moyens qu'on nous donne ne sont pas suffisants, que ce soit vrai ou non, la question n'est même pas là aux yeux des Français, puisqu'ils ont un tel écho auprès de la population que l'ensemble des Français les soutiendront. On a déjà par le passé régulièrement posé des questions autour des manifestations, pas celles d'aujourd'hui, mais vous avez plus de 80% des Français qui soutiennent les manifestations des personnels hospitaliers. C'est extrêmement rare. La plupart des manifestations sont tout juste soutenues par la moitié de la population quand c'est déjà un soutien assez élevé. Donc 80% de soutien, c'est colossal.
On voit tout l'intérêt politique, bien sûr, à Jannick Halimi aujourd'hui pour l'État d'ouvrir les vannes en direction de l'hôpital, mais vous l'avez évoqué, l'État est pris entre le marteau et l'enclume. Il y a cette contrainte budgétaire, le budget de la Sécu qui plonge à 52 milliards d'euros de déficit, du jamais vu. C'est 10 fois le déficit de l'année dernière, de 2019, sans compter le déficit public. Il se trouve qu'Emmanuel Macron a dîné hier soir avec Angela Merkel près de Berlin. Notre capacité, en tant que Français, à moderniser notre système de santé passe aujourd'hui par le soutien de l'Allemagne. Écoutez, il n'y a pas une relation de cause à effet direct entre les discussions, les problèmes fondamentaux, structurels, encore une fois, et qui datent de décennies, bien sûr, de l'hôpital public français, et les discussions qui peuvent avoir lieu entre Emmanuel Macron et qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Mais là où vous avez bien sûr raison, c'est que notre système social dépend en grande partie des possibilités financières qui sont à notre disposition. Et de cela, bien évidemment, les fourches codines, même si elles sont moins fourchées, j'allais dire, qu'avant la crise sanitaire, les fourches codines européennes continuent d'être un frein, peut-être pas une menace, mais un frein à la volonté de tous les gouvernements, d'ailleurs, quels qu'ils soient, mais puisqu'on parle de la France, de déverser des milliards et de restructurer certains pans de leur économie ou de leur système social, donc en l'occurrence les hôpitaux. Il y a aussi... Il va falloir, d'après vous, qu'Emmanuel Macron donne des gages en poursuivant, par exemple, la réforme des retraites? Alors, ça a toujours été le cas dans les discussions avec Bruxelles et avec Angela Merkel aussi, enfin, institutionnellement parlant, c'est avec Bruxelles, que si nous devions, chaque État, bien sûr, membre de l'Union européenne, devait dépasser les fameux critères de Maastricht en termes de déficit budgétaire ou d'endettement, l'État en question, donc parlons de la France, devait donner des gages, vous avez raison, en matière de réforme structurelle. C'est ce que n'a cessé de vouloir faire Emmanuel Macron, dont l'Europe est un des axes et un des piliers fondamentaux de la politique et du programme sur lequel il a été élu. C'est ce que n'a cessé de faire Emmanuel Macron pour défendre la réforme, toutes les réformes qu'il a menées. On est pour, on est contre, bien sûr, mais depuis son quinquennat, que ce soit la réforme du temps de travail, que ce soit la réforme du droit du travail, plutôt que ce soit la réforme de la SNCF, et puis maintenant la réforme des retraites. Donc il va devoir donner des gages, ça c'est vrai, mais encore une fois, ce n'est pas seulement des oukases ou des contreparties obligatoires que demande Bruxelles. Il y a aussi une nécessité de fond de réorganiser le système social français pour le rendre plus efficace, non pas pour en réduire la superficie et le degré de protection, qui, comme le disait Monsieur Leclerc, reste une des données phares, une des préoccupations phares, un des besoins essentiels de l'opinion publique et des Français. Non, pour justement sauver du naufrage notre système social, quel qu'il soit, de santé ou de retraite, en le rendant plus efficace. Et c'est pour cette raison, je termine là-dessus, qu'Emmanuel Macron, mais là, le problème est dans le flou de son projet, mais a comme, on va dire, étage d'une fusée pour finir son quinquennat, un projet extrêmement ambitieux de réforme de la sécurité sociale avec un 5e pilier de la sécurité sociale qui engloberait la vieillesse, les personnes âgées, les dépendances, enfin, sans rentrer dans le détail. De fait, Emmanuel Macron, Bruxelles ou pas, a cette volonté affichée de rendre plus efficace, mais aussi plus protecteur, le système social à la française. Est-ce qu'il en aura le temps et les moyens? Il a environ 2 ans pour nous convaincre. Émile Leclerc, c'est encore possible, ça, aux yeux de l'opinion publique, de reprendre la réforme des retraites, de la mener à son terme, puisque c'était quasiment le cas, il faut s'en souvenir, avant cette crise du Covid-19. Et puis, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on s'entend entre l'État et l'opinion publique sur ce que signifierait demain une réforme de l'hôpital public? Est-ce que on est d'accord sur les termes? On entend beaucoup parler de réduire la bureaucratie de l'hôpital et expliquer que ça a peut-être été un frein pendant cette crise du Covid, mais est-ce que les Français ont conscience de ce que signifie aussi réduire la part de la bureaucratie, notamment en termes d'emploi public?
Alors, probablement que les Français ont conscience de ça, mais je ne dirais pas que c'est leur préoccupation majeure, hein. Quand ils nous parlent de santé, les Français parlent vraiment de soins, de personnel médical, de qualité des soins, et parlent pas forcément d'administratif. D'ailleurs, en général, les Français considèrent qu'il y a un peu trop d'administratif dans le pays, que ce soit dans le système de santé ou plus globalement, hein. Donc, qu'il y a possibilité de faire des économies là-dessus. En revanche, là où c'est non négociable des Français, c'est réduire la qualité des soins, réduire le personnel, fermer des hôpitaux, ça pose toujours problème. Et pour revenir à ce que vous disiez sur la réforme des retraites, la réforme des retraites, elle était déjà assez rejetée, hein, au moment où Emmanuel Macron a cherché à la mener. On a eu beaucoup de manifestations. Ces manifestations restaient assez soutenues, même lorsqu'elles étaient massives et qu'elles pouvaient bloquer une bonne partie des Français. Donc là, après, dans ce monde après Covid, remener une réforme des retraites, ça sera sans doute très compliqué et très délicat pour le gouvernement. On verra de quelle manière quel sera ces nouveaux contours. On pourra mesurer ça auprès des Français, mais la difficulté sera sans doute très, très importante. Oui. Et avec cette question, qui pour l'incarner, ce sera aussi sans doute la réponse des prochains jours avec ce remaniement tant attendu ici en France. Merci Émile Leclerc d'avoir été avec nous. Merci également à Yannick Halimi du Parisien. Merci. C'est la fin de ce débat. Merci d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'info continue.